J'ai invité sur Xerfi Canal Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, pour parler avec lui du récent accord sur l'emploi et de l'agenda social qui devra être marqué sous le signe du dialogue, a prévenu François Hollande. Pour évoquer également les dossiers économiques majeurs des PME et puis aussi peut-être la recomposition patronale qui s'annonce. Bonjour Jean-François Roubaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, cet accord sur la sécurisation du marché du travail conclu donc tout récemment entre patronat et syndicats. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça vous semble relativement bien équilibré entre les nouveaux droits pour donc les salariés et puis ce mécanisme du maintien dans l'emploi donc contre des contreparties pour les salariés et puis la simplification de la réglementation des plans sociaux. Ça vous paraît équilibré tout ça? Oui, enfin si la CGPME l'a signé, c'est que ça nous paraît relativement équilibré. Il a bien fallu faire des concessions comme dans tout accord si vous voulez. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est l'accord sur la flexibilité. Parce que ça s'adresse d'abord à des entreprises qui sont un peu structurées, puisqu'il faut avoir des instituts représentatifs du personnel dans l'entreprise, donc on est plus de 10 salariés, mais on ouvre la porte. Enfin, ce que je rêvais depuis des années, ce que je discutais avec un de mes homologues allemands 3 jours avant la négociation à Berlin, à savoir que l'on va pouvoir, si le carnet de commandes chute, limiter le nombre d'heures de travail dans la semaine, limiter en proportion les salaires pendant une certaine durée, que l'on négociera avec les syndicats ou les partenaires sociaux, mais qui permettra de mettre l'entreprise à la dimension de la crise économique. Moi, j'ai souvenir, il y a une vingtaine d'années, d'avoir été obligé de procéder à des licenciements économiques parce que je ne pouvais pas faire ce genre d'action. Si j'avais pu le faire, j'aurais sans doute sauvé une douzaine de personnes dans le licenciement. Alors, est-ce que vous pensez que les syndicats et les patrons vont jouer le jeu avec ces accords de maintien dans l'emploi jusqu'à 2 ans, quand même, qui sont limités, mais la période est tout de même assez longue et que ce sera du donnant-donnant, sans rechigner, que les uns et les autres y trouveront leur intérêt? C'est un peu l'idée qu'on a quand on voit le scénario en Allemagne, cette idée que chacun, finalement, y a trouvé matière à aller signer, quoi. Bien sûr, parce qu'on va amener un peu plus de souplesse dans ce droit du travail. Je rappelle qu'en 50 ans, nous avons pris 500 pages supplémentaires. On était passé de 2800 à 3200 pages du Code du travail, quelque chose d'infernal. Il n'y a qu'en France qu'on sait faire ça, on met des barbelés autour de tout. Donc ça, c'est un petit peu une bouffée d'oxygène qui permettra sans doute de faciliter les baisses d'activité, mais qui permettra aussi de ne pas mettre les gens sur le trottoir. Parce que cet acte-là, quand il va être dans la loi, ça sera accessible à tout le monde. Alors vous parliez de 2 ans, on pourra aller jusqu'à 2 ans. 2 ans sûrement dans des très grandes entreprises multinationales, parce que dans une PME, on n'a pas de visibilité à 2 ans. Mais si on peut le faire sur 3 mois, 2 mois, 4 mois, ça peut sauver des emplois et également sauver l'entreprise. Alors, Jean-François Roubaud, la simplification de la réglementation des plans sociaux, est-ce que l'administration va jouer le jeu? Est-ce que là aussi les partenaires, parce qu'il faudra quand même un accord majoritaire, pensez-vous, vont jouer le jeu? Et puis, dans le pire des cas, le juge, en quelque sorte. Oui, mais je crois que là aussi, si vous voulez jouer le jeu, ça sera dans la loi, ça sera dans les textes. Pourquoi la CGPME n'est pas trop concernée? Parce que ça concerne les licenciements au-dessus de 10 personnes. Donc une PME, si vous voulez, il faut déjà qu'elle ait 250 personnes pour licencier de ce niveau-là. Mais nous sommes quand même tous concernés. Mais ce qui est important, c'est que ça change un petit peu l'optique et la manière dont on regarde ces problèmes de licenciement. Vous savez, quand un chef d'entreprise fait des licenciements, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'on est dans des situations dramatiques et qu'un licenciement dans une PME, quand on est en face de la personne que l'on va licencier, ça se passe jamais bien. C'est toujours une véritable épreuve pour le salarié, bien sûr, mais pour le chef d'entreprise aussi. Mais alors, cette idée, quand même, effectivement, de sécuriser les licenciements et qu'on ne pourra pas revenir sur un plan social des années après, on l'avait vu, vous vous souvenez, avec le cas de la Samaritaine, par exemple, où l'entreprise avait déjà disparu et le juge était revenu sur donc, le plan social. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment de nature à conforter le chef d'entreprise et se dire que donc il peut risquer d'embaucher à nouveau? Je pense que c'est un petit peu tout l'objet de cet accord, si vous voulez. Aujourd'hui, pourquoi les chefs d'entreprise n'embauchent pas? Ou alors on parlera des CDD tout à l'heure. Mais s'ils n'embauchent pas, c'est parce que, il n'a pas confiance dans l'avenir, il n'a pas de vision à quelques mois ou quelques années, donc il bloque. Et puis surtout, il se dit, si jamais j'embauche, si jamais je licencie, que ça va me coûter les yeux de la tête. Je ne serai peut-être pas en capacité de régler cela. Donc je risque l'entreprise. Donc la fluidité de tout cela permettra sans doute d'embaucher plus facilement.
Alors, les CDD, puisqu'effectivement, vous le mentionniez, on vous a entendu là-dessus, on avait l'impression que vous avez renaclé en quelque sorte sur la taxation supplémentaire des CDD, qui sera modulée en fonction de leur durée. Mais bon, il y a effectivement une surtaxe qui sera appliquée. C'est 80% aujourd'hui des embauches qui sont par le biais des CDD. Pourquoi vous avez tellement rechigné? C'est l'impression que vous avez donnée, alors qu'effectivement, il y a cette volonté à terme, d'unifier les uns et les autres et puis d'être peut-être moins dans la précarité pour ces nombreux CDD. Il y a deux choses. Je voudrais bien faire... Aujourd'hui, on embauche à 80% en CDD en ce moment. Oui. Mais il faut bien voir que le stock des emplois aujourd'hui, à 85% sont en CDI. Bien sûr. Donc, c'est pas tout à fait... Il faut bien faire attention à cela. Maintenant, pourquoi on embauche en CDD? C'est la confiance dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Mais pourquoi? Moi, j'étais absolument contre l'augmentation de cette taxe de l'UNEDIC, cette taxe UNEDIC. Oui. Je m'étais clairement positionné, je serais contre toute augmentation des charges sociales sur les CDD. Il a bien fallu à un moment négocier. Alors j'ai pu obtenir pas d'augmentation de cette charge sur les contrats de remplacement, ce qui, effectivement, pour les PME, c'est souvent l'objet d'un CDD, puisqu'il suffit qu'il y ait une personne qui a un poste, il n'est pas remplaçable par quelqu'un d'autre. Oui, pareil pour l'intérim. Pareil pour les contrats d'usage. Voilà, les contrats. Non, sur les contrats d'usage, il a fallu que je lâche 0,5 points. Oui, on est d'accord, mais enfin, c'est beaucoup moins que ce qui était en. Oui, mais je peux vous assurer que les entreprises qui utilisent les contrats d'usage, comme la restauration. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que vous avez sauvé l'essentiel, en quelque sorte? Dans tout accord, il faut essayer de faire il faut trouver des chemins qui permettent de satisfaire à peu près tout le monde. Je pense que ce qu'on a obtenu sur la flexibilité, pour aller très vite sans renommer tout cela, ça valait largement la peine de prendre une surcharge pour des contrats à durée déterminée sur certains types de ces contrats. C'est ce que j'ai fait. Nous avons aussi lâché la complémentaire santé. C'est un coût pour l'entreprise, mais c'est aussi un progrès social quelque part. Alors le coût, on l'a retardé au 1er janvier 2016. Ça me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui, dans la période où nous sommes, il n'y a pas un chef d'entreprise qui verrait ses charges augmenter de manière avec le sourire. Bon, en 2016, on peut espérer que l'on soit sorti de la crise, je le crois et je ne suis pas certain, mais je le pense quand même. Donc en 2016, on aura la capacité de le faire. Et puis de dire aux chefs d'entreprise, c'est quand même une avancée sociale pour l'ensemble de vos salariés. Ce n'est pas négligeable. 25% de nos salariés en France n'ont pas de complémentaire santé. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-François Roubaud, quand on dit que cet accord favorise surtout les grandes entreprises? Et on a cru comprendre, là aussi, qu'il y avait une certaine divergence entre le MEDEF et vous-même sur donc le contenu de cet accord à un certain moment donné. Sur les licenciements collectifs, vous avez sans doute raison, ça intéresse plus le MEDEF que la CGPME. Mais sur l'état d'esprit global, parce que la porte qui a été ouverte sur cette flexi-sécurité, même si on n'ose pas le dire comme cela aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important et c'est une première étape qui va venir et qui sera pour toutes les entreprises dans quelques temps, ça c'est certain. Oui. Mais je perds le fil de mes idées sur votre question. Par rapport au MEDEF et donc les grandes entreprises qui seraient favorisées, vous nous dites non, c'est aussi essentiel pour nous, il n'y a pas que les plans sociaux, mais on est totalement dans la flexisécurité. Il y a tout ce que nous avons obtenu pour les PME, quand je parle des contrats à durée déterminée de remplacement, etc. Et puis, dans les PME, je crois qu'on a plus de facilité pour faire face. On a besoin de confiance et de garantie. Et je pense que dans la situation actuelle, ce que l'on a signé devrait pouvoir l'apporter à nos chefs d'entreprise. Même si, dans un premier temps, la réaction, je l'ai vécue en interne, chez moi, si vous voulez, c'est un peu difficile. Parce que les gens ne comprennent pas très bien, vous avez accepté des augmentations de taxes sur les CDD, vous vous étiez battu contre, etc. Mais bon, tout accord, il doit falloir se trouver le chemin. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'en plus, le CDD, c'est souvent la variable d'ajustement. Donc certains vont penser que quelque part, ça rigidifie encore plus les choses. Mais attendez, sur le fond, excusez-moi, sur les fonds, cette augmentation de la fiscalité sur les CDD, de la taxation, ça n'apportera pas un contrat à durée indéterminée en plus. C'est, à mon avis, une fausse bonne solution. Oui, j'ai bien compris votre opinion. Rien du tout. Oui, j'ai bien compris votre opinion. Et c'est intéressant de voir effectivement comment vous avez managé les choses, un pas en avant, un pas en arrière, pour lâcher un peu sur les CDD, même si, effectivement, pour vous, ça peut avoir des contreparties négatives, pour obtenir en échange sur la flexibilité, sur le maintien dans l'emploi. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que, quand je dis donc que le CDD c'est souvent une variable d'ajustement pour vous, que quelque part on n'est pas revenu finalement dans une flexi-rigidité. Et j'emploie le terme haïtien parce que c'est Olivier Passé, le directeur des synthèses ici chez Xerfi, qui a fait cet éditorial parlant plus que de flexi-sécurité, de flexi-rigidité. Il y a flexible, mais il y a rigidité avec ça. Mais la rigidité, elle est tellement présente partout dans notre pays.
on a toujours fait de la rigidité partout. On a toujours voulu régler un problème par une loi qui s'applique à tout le monde. Je vous rappellerai les très belles idées que nous avons eues sur les 35 heures il y a déjà un certain nombre d'années. On recommençait à nouveau sur certaines choses, aujourd'hui sur les CDD, etc. Bon. Mais la flexibilité, elle est présente alors qu'elle n'y était pas. Je vous assure que dans les PME, je voyais il y a 8 jours, je vous le disais tout à l'heure, à Berlin, mon homologue, il y a 8 jours, et je lui dis, tu as de la chance, moi j'arriverai jamais à faire ça en France dans les années devant moi, parce que vous, dans une PME de 5 salariés, vous mettez de la flexi-sécurité, la flexibilité de l'emploi en fonction des carnets de commandes. 3 jours après, on actait dans un accord avec les partenaires sociaux. Alors, le contrat de génération débattu actuellement à l'Assemblée, vous avez vu qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, hein, c'est ce qui avait été critiqué. Alors, est-ce que vous pensez, notamment pour les PME, où on sera sur un dispositif facultatif, mais très incitatif, hein, avec une prime jusqu'à 2 000 € d'allègement de charges, que les PME vont dire banco sur ces contrats de génération dont le gouvernement attend beaucoup? Je le souhaiterais, mais franchement, vous n'y croyez pas? Les effets d'aubaine à hauteur de 2 000 plus 2 000 €, ça fait 4 000 €. Oui. Quand vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous embauchez quelqu'un pour bénéficier d'une prime de 4 000 €? Évidemment non. Vous embauchez parce que vous avez un surcroît d'activité, parce que vous avez un poste à organiser, vous avez une modification dans votre structure, mais pas pour une prime de 4 000 €. Ça ne veut pas dire que je suis contre, puisque nous avons signé, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut servir dans beaucoup de petites entreprises, peut-être pour préparer son successeur et peut-être favoriser l'emploi aujourd'hui par rapport à dans 6 mois. Mais ce n'est surtout pas l'effet d'aubaine qui emmènera des entreprises vers ce contrat. Et de toute manière, donc on reste sur du facultatif pour les PME, enfin avec des seuils différents, hein, oui, selon que l'entreprise ait plus de 50 salariés ou pas, et la nécessité d'avoir un plan d'action en la matière. Mais c'est vrai qu'on est quand même, par rapport aux grandes entreprises, on sera quand même globalement dans le accès direct pour la petite entreprise. Nous sommes d'accord. Alors, la méthode Hollande, enfin, en quelque sorte, c'est la méthode des syndicats, mais vous avez vu que François Hollande, lors de ses vœux aux forces vives, a parlé d'un accord. Alors, il a fait un raccourci un peu rapide, parce qu'il a parlé d'un accord unique, hein, depuis 40 ans en matière d'emploi dans notre pays, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'est vrai que ça a été très mis en avant, ce retour au dialogue social sur un texte crucial pour notre économie. Oui, je ne dirais pas que c'est une révolution culturelle. Non, on n'en est pas à ce point-là. C'est un accord qui est important, qui est intéressant, qui fait des ouvertures, etc. Mais ce n'est pas le premier. Tous les ans ou tous les 2 ans, il y a 2 ans, je me rappelle, à l'Élysée, nous avions une concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table et le président de la République. Bon, ce qui peut-être que cette fois-ci, nous avons fait j'allais dire globalement, des accords sur l'emploi et c'était beaucoup plus complexe. Mais ceci étant, vous savez, on signe tous les jours, j'allais dire, enfin tous les ans tout du moins, des milliers d'accords avec nos homologues syndicats de salariés, dans l'entreprise, dans des branches professionnelles, etc. Donc ce n'est pas nouveau. Le dialogue social, il existe en France et une chose positive aussi, on le fait bien voir dans cet accord que nous signons, que ce dialogue existe, qu'il est vrai et qu'il donne des résultats. Alors je pose ma question différemment, puisqu'on se souvient que Nicolas Sarkozy s'était saisi du texte, hein, concernant donc l'accord sur l'emploi, et avait échoué. Et là, en quelque sorte, François Hollande réussit en la matière. Est-ce qu'il y a une approche différente entre François Hollande et Nicolas Sarkozy sur le sujet pour le leader syndical, patronal certes, mais syndical que vous êtes? Il y a peut-être une ouverture, un peu plus de dialogue, c'est vrai, qui est plus officialisé, où on prend un peu plus de temps, mais je rappellerai, à contrario, que nous avons fait la négociation sur les retraites avec le président Sarkozy, et qu'on est arrivé aussi à un résultat, que ce n'était pas évident du tout au départ. Alors justement, les retraites, donc François Hollande a détaillé l'agenda social qui sera très important, toujours sous le sceau du dialogue, dit-il, mais donc concernant la formation professionnelle, concernant l'égalité professionnelle, et puis donc cette question des retraites. Quelle est la position de la CGPME? Est-ce que vous partagez celle du MEDEF, qui est d'augmenter l'âge de départ à la retraite? Je crois qu'il y a plusieurs choses, et je dis que la position de notre ami du MEDEF est ce qu'elle est. Je crois qu'il faut être un petit peu plus large, parce qu'il y a différentes possibilités. Augmenter l'âge de la retraite, on peut peut-être le voir dans le temps, si on se donne du temps. Moi, ce que je voudrais, c'est que le vecteur temps soit bien mis en avant. Si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut aller à 67 ans? Je pense qu'on peut y arriver, d'autres pays y vont, mais il y a peut-être aussi le fait d'aligner la retraite du public sur le privé. Ça fâche, mais on peut quand même... Oui, je suis d'accord avec vous, mais on peut en parler quand même. On peut aussi voir ce que les cotisations des retraites des retraités soient l'équivalent celles des salariés. Et là, je me mets les retraités à dos tout de suite. Mais ceci étant, pourquoi y a-t-il une différence à ce point-là? Ce n'est pas tout à fait normal. Donc, tous ces facteurs, et le comité d'orientation des retraites travaille dessus et doit mettre son rapport demain ou après-demain, ou dans les jours qui viennent, au président de la République, vont faire voir quels sont
les variables d'ajustement que l'on peut envisager. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule. Et le travail de cette négociation sera justement de trouver aussi la voie qui permette de à peu près résoudre le problème. Et alors, est-ce que vous êtes optimiste, puisque vous vous félicitiez il y a quelques instants de ce qu'on avait obtenu sous Nicolas Sarkozy, sous l'ancienne majorité, est-ce que vous êtes optimiste sur un nouvel accord qui, là aussi, serait peut-être fondateur concernant les retraites dans notre pays, puisqu'on sait que l'accord précédent est déjà insuffisant, il manquera 20 milliards à l'horizon 2020. Oui, mais pourquoi l'accord précédent n'est plus en vigueur et ne fonctionne pas? Parce que l'activité n'est pas ce qu'elle devait être. Le problème de l'équilibre, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui versent des cotisations. À partir du moment où il y a plus de chômeurs et moins de travailleurs actifs, vous avez moins de cotisations. Donc le problème se pose aujourd'hui différemment d'il y a 3 ans. Mais par contre, je suis toujours optimiste parce que je pense qu'on est obligé de conclure un accord. Même qu'il ne soit pas accepté par tout le monde, il faudra trouver une voie de passage. Parce que sinon, c'est les retraites qu'on ne pourra plus payer. Et moi, je tiens au système par répartition tel qu'il est aujourd'hui, avec les branches complémentaires, Agir qui Harcourt, gérées par les partenaires sociaux, parce que ça marche. Donc les partenaires, quand on va se réunir, on trouvera une solution. Et donc on ne serait pas dans un psychodrame, vous pensez? On n'aurait pas le retour de la rue? Il y aura peut-être des psychodrames, mais attendez, les psychodrames, il n'aurait pas fallu en tenir compte quand on aurait pu arrêter les 35 heures il y a déjà 6 ans. Mais le psychodrame, c'était certain, on l'avait, on était tous place de la Concorde, où il y aurait eu beaucoup de monde place de la Concorde pendant 3 mois. 3 semaines, 3 mois, j'en sais rien. Mais il faut avoir le courage de le faire. Et sur les retraites, de toutes les façons, on est tous obligés de trouver une conclusion. Et donc les psychodrames, j'y crois pas trop. Alors un mot sur, parce que cette année ce sera un gros rendez-vous, c'est la renégociation de la convention UNEDIC. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit que les indemnités sont très favorables en France, très longues, notamment pour les plus hauts salaires, avec des plafonds qui n'existent nulle part ailleurs. Est-ce qu'il faut raboter les indemnités chômage des cadres? Là aussi, vous me demandez une réponse simple à une question qui est très compliquée. Que l'on se repenche sur le problème, ça me paraît évident. On a tous connaissance d'excès dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire d'hommes ou de femmes qui profitent largement d'une certaine situation et d'autres qui n'en profitent pas du tout et qui ont vraiment du mal à continuer à vivre avec leur famille. Donc je crois qu'il faut regarder un petit peu tous ces problèmes. Mais on a parlé justement sur le problème des licenciements. On a parlé aussi sur le chômage. Et on a bien vu que quelqu'un qui est au chômage, qui désirerait retrouver un travail, n'abandonnerait pas sa période pendant laquelle il pouvait être garanti. C'est très important, parce que combien de salariés aujourd'hui disent « Ah, je vais attendre d'avoir la fin de ce que je touche au chômage, des droits que j'ai, pour pouvoir retrouver un travail. » Alors que si on lui propose un travail avant, il ne peut pas le prendre. Enfin, il ne peut pas. Il n'a pas spécialement intérêt à le prendre. Donc il y a ce problème qu'on va solutionner par cela. Bon, bien sûr, il y a l'équilibre à garantir de ce problème du chômage. Mais ceci étant, si un salarié peut reprendre un travail avant la fin de ses droits au chômage, qui conserve ce droit-là pour s'il en a besoin. Donc le recharger, donc on l'a vu, dans la négociation. Ça me paraît effectivement quelque chose de sain. Alors après, le coût, il faudra gérer cela avec les partenaires. Ouais. Alors, comment voyez-vous la conjoncture, Jean-François Roubaud? La CGPME a sorti sa note de prévision pour 2013, plutôt négative, avec toujours l'augmentation des défaillances de PME. Elles ont augmenté de 18%, pour celles de plus de 50 en 2012. Ah oui, attendez, globalement, en 2012, il y a une augmentation de 2,4% du nombre d'entreprises qui sont en cessation d'activité. Mais alors voilà, vous avez raison, c'est plus 18% sur les entreprises qui ont plus de 50 personnes. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que plus de 50 salariés, ça veut dire que c'est des entreprises qui sont structurées, qui sont sur un marché, etc. Donc là, on a une véritable inquiétude. Bon, c'est évident. Et puis aussi, dans cette enquête, on voit que les chefs d'entreprise, ils sont un tout petit peu moins inquiets sur l'économie générale de la France, là, je parle d'il y a 8 jours, qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'ils sont 3 points au-dessus à être plus inquiets pour leur entreprise personnellement. Et cela, ça m'inquiète davantage, si vous voulez. Bon, et puis toujours ce cercle vicieux du recul des investissements, des hausses de défaillance et du frein sur l'embauche, quoi. On voit bien le problème de la confiance, si vous voulez. Quand vous n'êtes pas confiant, qu'est-ce que vous faites? Vous n'investissez pas, vous n'embauchez pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La diminution des demandes de financement, qui est importante, ça se mesure dans les banques. Le chef d'entreprise est inquiet. Il faut le rassurer quelque part. Et la confiance, il faut la gagner. Ça ne s'instaure pas comme cela. Ouais. Alors, Jean-François Roubaud, j'ai envie de vous poser la question, mais je connais d'ores et déjà la réponse, que peut-être vous n'allez pas vouloir vous prononcer. Il n'empêche, je vous pose la question, qu'avez-vous pensé de la méthode de Mme Parisot, donc, pour revoir les statuts du MEDEF? Les relations n'ont pas toujours été simples entre votre organisation et la sienne. Sur la méthode, vous avez un petit mot à nous dire ou pas? Non, je préfère ne pas me prononcer. Ceci étant, je vais simplement dire, il est normal qu'une organisation professionnelle se pose le problème à un moment ou à un autre. Est-ce que les statuts sont conformes à l'époque où nous vivons aujourd'hui? Y compris quelques mois avant une élection? Non, attendez.
Je dis, il est normal qu'une organisation se pose le problème des statuts. Je pense que dans ce que l'on vit en ce moment, je pense que Mme Parisot a tout intérêt à dire je vais changer les statuts, mais pour mon successeur, ça éviterait tous les problèmes. Les relations, je le disais, n'ont pas toujours été simples entre votre organisation et la sienne. On se souvient par exemple au moment de l'affaire des pigeons, vous étiez moins à la pointe du combat sur la taxation des plus-values de cession. Sur le pacte de compétitivité, vous étiez peut-être aussi moins, là aussi, à l'avant du combat sur le sujet. Sur la plus-value de cession, pourquoi je n'étais pas d'accord? Parce que je vous rappelle quand même que j'étais le premier avec les pigeons 2 jours après, puisque c'était le vendredi soir, ça devait être le 28 septembre de mémoire, qu'on a eu connaissance de ce projet de loi de finances. Le lundi matin, j'avais le ministre des Finances au téléphone pour lui dire tout ce que je pensais sur le problème de la plus-value de cession. Pas d'accord du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le jeudi suivant, il y a eu une réunion à Bercy avec le ministre des Finances. On a fait le tour de table, il y avait des jeunes entrepreneurs, il y avait des business angels, il y avait tout ça. Donc moi, je me suis battu pour que les entreprises patrimoniales que je représente n'aient pas de soucis. Ça n'a pas été modifié. Les business angels, ça ne l'est pas. Mais le soir même, ou le lendemain soir, il y a eu un dîner auquel je n'ai pas participé. J'avais une autre occupation à ce moment-là. On me demandait de signer un protocole d'accord où on demandait de retirer l'article 6 dans sa totalité. C'est une méconnaissance du droit français. On ne peut pas retirer un article en disant « je retire l'article 6 ». Il fallait des amendements au texte proposé, ce que j'ai fait. J'ai réécrit avec le ministère des Finances et des gens de chez moi. On a réécrit les amendements qui nous tiennent. On les a fait voter. Donc c'était la seule raison du désaccord en quelque sorte? Non, attendez, je me suis très bien expliqué avec Laurence Parisot là-dessus. Je ne peux pas on s'est eu au téléphone 4 fois dans la soirée. J'avais demandé de modifier la lettre pour que je puisse accepter de la signer. C'était trop tard, je ne l'ai pas signée. Ouais, mais encore une fois, je reviens, vous avez trouvé que j'enfonce le couteau dans la plaie, mais on a eu ce sentiment sur de nombreux dossiers cette année, peut-être moins d'ailleurs en fin d'année, c'est vrai, que vous étiez sur des lignes divergentes avec le MEDEF. C'est parce que le MEDEF s'intéresserait trop aux problématiques des PME, par exemple? C'est ce qui a été avancé par certains? Non, mais je crois qu'il ne faut pas poser le problème de cette manière. Il y a des problèmes où on n'est pas forcément d'accord sur le fond et on échange. Mais je peux vous assurer que depuis 1 an, pour aller très vite, les échanges sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus concertés. C'est-à-dire qu'on a il est normal que le MEDEF a des PME et elle a des grandes entreprises. Et qu'on peut imaginer qu'entre les uns et les autres, il y ait des conflits. Moi, j'ai la chance de n'avoir que des PME patrimoniales. Donc c'est quand même, non, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Je n'ai ni les banques ni les assurances. Donc je peux dire ce que je pense des banques et ce que je pense des assureurs. Et en toute gentillesse d'ailleurs, j'ai pas de problème. Mais c'est peut-être là où il y a des petites différences parce que je n'ai pas les mêmes pressions. Bon, alors pour conclure un peu différemment, on peut s'attendre à un dialogue différent donc au sein du patronat dans quelques mois? Vous ne le voyez peut-être pas, mais depuis quand même le mois, allez, je vais le dire clairement, depuis le mois de mai de cette année, le dialogue entre Laurence Parisot et Jean-François Roubaud est positif et il est permanent. Oui, c'est ce que je disais, il s'est amélioré. Dans la dernière négociation sociale dont nous parlions, qui a eu lieu il y a quelque temps, nous nous téléphonions toutes les demi-heures, toutes les heures, elle dans son bureau, moi dans le mien, puisque nous ne sommes pas autour de la table des négociations, pour essayer de faire modifier les positions des uns et des autres. Et donc ça s'est passé d'une manière parfaitement courtoise et en pleine harmonie. Bon, courtois et en pleine harmonie. Merci d'avoir été notre invité, Jean-François Roubaud, donc pour ce tour d'horizon sur l'actualité sociale et puis économique pour les PME, après donc ce fameux accord sur donc l'emploi. Merci Jean-François Roubaud. Merci de m'avoir reçu.